Moins de croissance économique égale moins de rentrée fiscale pour l'État. C'est dans ce contexte qu'Édouard Philippe a présenté ce week-end ses orientations pour le budget 2019. Et on en discute ce matin dans Les Échos avec le député La République En Marche du Val d'Oise. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dans le JDD, le Premier ministre a dévoilé ce week-end des mesures d'économie. Ainsi, les pensions de retraite, les APL et également les allocations familiales ne seront revalorisées que de 0,3%, alors que l'inflation, elle est attendue à 1,6 ou 1,7% en 2019. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un coup de rabot ? Écoutez, moi je crois que c'est surtout, encore une fois, faire des choix et un budget gouverner, légiférer, c'est faire des choix. Nous avons effectivement, vous l'avez rappelé, une croissance un petit peu inférieure à ce que nous avions estimé. 1,7% attendu contre une première estimation de 1,9% par le gouvernement. Tout à fait. Et plutôt que de sacrifier nos engagements de campagne, plutôt que de sacrifier finalement le projet de société que nous avons proposé aux Français, à savoir que le travail paie mieux, et donc c'est pour ça que les cotisations salariales seront supprimées au mois d'octobre, cotisations chômage et maladie, et que toutes les cotisations salariales seront supprimées sur les heures supplémentaires à partir de 2019, alors que c'était un engagement que nous avions pris a priori pour 2020 et que nous souhaitons avancer d'une année pour que les Français qui travaillent voient leur fiche de paie augmenter de manière significative sans attendre, parce que ça c'est une priorité politique pour nous, et que nous faisons aussi le choix d'augmenter la prime d'activité qui augmentera de 20 € au mois d'octobre et de 80 € au total sur la durée du mandat pour les bas salaires. Nous avons effectivement plutôt priorisé ces questions-là qu'une augmentation comme ça, finalement, qui serait la même pour toutes les allocations, alors que nous avions toujours dit que nous privilégierions les aides pour ceux qui travaillent et le pouvoir d'achat des salariés. Est-ce que finalement vous ne défavorisez pas finalement quelque part les personnes les plus fragiles, par exemple les pensions de retraite? Vous dites clairement que oui, leur salaire en réel, enfin leurs revenus en réel, c'est-à-dire si l'on tient compte de l'inflation, vont baisser. Alors, effectivement, nous avons d'abord fait ce choix-là et nous l'avons toujours assumé de dire qu'une partie de la solidarité devrait plus largement être financée par l'impôt et notamment par la CSG, et donc c'est les retraités qui ont eu un effort à faire de ce côté-là. Mais pourquoi cela s'explique? Cela s'explique par le fait qu'effectivement on a eu une génération qui a connu les 30 glorieuses, qui a eu le plein emploi, qui arrive en retraite dans une situation plus confortable que celle des jeunes générations actuellement actives et que nous souhaitons encourager. Il est absolument indispensable pour que justement cette solidarité auprès des plus précaires que vous évoquez continue d'être acceptée par les Français, que ceux qui travaillent, que ceux qui se lèvent le matin puissent voir leur fiche de paie augmenter. Mais néanmoins, nous avons aussi tout un tas d'autres dispositifs pour ces personnes-là. Quand vous augmentez le minimum vieillesse ou l'allocation adulte handicapé de manière extrêmement importante, comme nous allons le faire, vous aidez les plus fragiles. Et surtout, quand vous avez la stratégie pauvreté qui va être annoncée au mois de septembre par la ministre Agnès Buzyn et que vous mettez des financements extrêmement conséquents pour accompagner et former ceux qui sont aujourd'hui dans la précarité pour qu'ils en sortent durablement, parce que c'est ça notre projet de société, là aussi vous faites un choix politique. Et pour le reste, il y aura évidemment d'autres mesures qui seront prises, suppression de la taxe d'habitation, remboursement des lunettes, tout ça profitera aussi aux retraités. Mais de l'autre côté, vous diminuez les emplois aidés qui étaient prévus et justement qui aident justement un nombre d'emplois à exister. Il y en a 200 000 qui ont été budgétés pour 2018. C'est nettement moins que l'année dernière et ça va encore continuer. Oui, alors vous constaterez aussi que les emplois aidés qui avaient été budgétés en 2018 n'ont même pas tous été consommés par les associations qui recourent à ces emplois aidés. Mais en 2016, il y en avait 459 000 quand même. On est à moins de la moitié aujourd'hui. C'est vrai, là aussi. Et ça aussi, vous l'assumez? Totalement. Mais est-ce que ça ne pénalise pas une fois de plus les plus fragiles? Non, puisqu'on nous proposons d'autres réponses pour les plus fragiles. Nous proposons ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, de mettre 15 milliards d'euros sur la table pour former ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, pour former ceux qui sont en situation de décrochage scolaire, car nous considérons que finalement, c'est en formant les personnes pour qu'elles accèdent à des CDI et à des vrais contrats, et pas en leur proposant des sous-contrats qui vous suivent ensuite toute votre vie professionnelle sur un CV et qui ne vous permettent pas de vous insérer, que nous aidons les gens et les plus fragiles à réellement reprendre le contrôle de leur vie. Et il y a d'autres propositions qui seront faites. Là aussi, dans le cadre du plan pauvreté, on va mettre l'accent sur les dispositifs d'insertion par l'activité économique. Ça veut dire que vous travaillez dans une entreprise avec d'autres salariés, mais que vous êtes formé, que vous êtes accompagné. Ça coûte de l'argent. Nous allons augmenter le budget de 200 millions d'euros de cette insertion par l'activité économique, mais c'est réellement structurant pour les personnes. Elles peuvent ensuite accéder à de vrais emplois. Et il y a enfin la question des emplois francs pour les habitants des quartiers populaires qui sont plus discriminés que les autres quand ils veulent trouver un emploi. 15 000 euros pour chaque entreprise qui recrutera quelqu'un qui vit dans un quartier prioritaire en CDI. Tout ça, c'est des vrais choix pour l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi. Je veux juste revenir sur ces trois mesures-là, sur ces trois prestations sociales, donc allocation familiale, APL, pension de retraite revalorisée à seulement 0,3%. Ça fera combien d'économies pour l'État ?
Alors écoutez, le montant exact des économies, je crois, se situe autour de 3 milliards d'euros. C'est quelque chose qui est significatif, puisqu'effectivement, nous l'avons dit, la prévision de croissance est moins importante, qu'il y a aussi une exigence de maîtrise de la dépense publique, mais pas à n'importe quel prix. Oui. Moi, je réfute toutes les logiques comptables. Je pense que quand on est élu, un gouvernement, une majorité, doit s'inscrire dans une logique politique, et donc faire des choix politiques. Sachant que l'engagement d'Emmanuel Macron, c'était 2,3% de déficit. Cet engagement, il sera tenu. Je pense que vous allez laisser filer un peu le déficit. Je pense que les 2,3% seront difficiles à atteindre pour cette année, mais encore une fois, l'important c'est de s'inscrire dans une trajectoire qui soit cohérente et qui est de dire que nous maîtrisons les déficits en dessous de 3%, puisque c'est une question de crédibilité auprès de nos partenaires européens. Emmanuel Macron a mis l'Europe au cœur de son projet et il a raison, et il faut donc pouvoir tenir cette exigence. Néanmoins, ça ne doit pas être au prix d'étouffer l'activité ou de renier nos engagements de solidarité, et nous les maintiendrons, comme vous avez pu le constater. Déjà, une information, donc un déficit qui sera difficile à tenir, un engagement de déficit, mais quand même, si on revient un peu plus sur le terrain politique, Emmanuel Macron, lors de sa campagne, et même une fois président, il n'a pas cessé de dire qu'il ne voulait pas faire des mesurettes, qu'il voulait même pas réformer. Il parlait de transformer le pays, l'économie française. Or là, ce que vous faites avec les APL, les prestations sociales que l'on vient de voir, et également ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, c'est-à-dire ce matin un report de la baisse des cotisations patronales de 4 points qui devait entrer au 1er janvier 2019, mais reporté désormais donc à octobre 2019, il l'a annoncé sur RTL. Tout ça, c'est ce qu'on appelle à Bercy, dans le jargon du ministère des Finances, des réformes paramétriques, c'est-à-dire c'est des petits ajustements, c'est ce qu'on appelle les coups de rabot. C'est pas la transformation. Oui, mais vous ne pouvez pas résumer la politique que nous menons à ces quelques mesures. Bien sûr, mais finalement, vous faites ce que vous critiquez quelque part chez vos gouvernements précédents. Moi, je ne le lis pas comme ça. Moi, ce que je lis, c'est on a une situation économique et un niveau d'endettement qui est celui qu'on connaît. Quelles sont les options qui s'offrent à nous ? Maintenir coûte que coûte l'engagement des 2,3% de déficit et donc renier les engagements que nous avons pris auprès des Français pour que le travail paie mieux, pour avoir une vraie stratégie pour sortir de l'exclusion, pour avoir, encore une fois, certaines priorités qui sont financées. Nous augmentons les effectifs dans la police, dans les personnels de justice, dans les services publics dont nous pensons qu'ils sont absolument indispensables à la vie des Français. On a aujourd'hui des Français qui craignent pour leur sécurité, pour la sécurité de leurs enfants. Il faut prendre ces engagements-là. Mais vous allez supprimer 4500 postes en 2019, notamment dans les services publics. Évidemment, car encore une fois, augmenter les dépenses publiques et les impôts de manière inconsidérée, sans distinguer les uns des autres, ou tous les baisser, ça c'est du paramétrique, ça c'est de la gestion. Oui. Nous ne sommes pas des gestionnaires, nous sommes une majorité et un gouvernement politique. Donc nous faisons le choix. Vous annonciez d'ailleurs 150 000 suppressions de postes sur le quinquennat, dont 50 000 dans la fonction publique. On apprend que ça devrait être 4 500 cette année. Oui. Et après, et plus de 10 000 l'année prochaine. L'engagement, il sera tenu des 50 000 dans l'État ? Bien sûr qu'il sera tenu, c'est important. Par contre, il ne doit pas être indistinct. Est-ce qu'on va supprimer des postes dans l'éducation nationale ? Non, c'est une priorité. Nous faisons les classes de 12 élèves en CP l'année dernière, en CE1 cette année, car nous pensons que c'est vraiment important d'investir dans l'éducation de nos enfants. Est-ce qu'on va baisser la sécurité ? Non plus. Par contre, où auront lieu les suppressions de postes à Bercy ? Effectivement, est-ce que dans l'administration fiscale, on a besoin d'autant d'agents ? Est-ce qu'avec la transition numérique, il n'y a pas des administrations où on peut ne pas remplacer certains fonctionnaires ? Ou encore dans le ministère des Affaires étrangères ? Ça, ce sont des choix politiques que nous assumons, car nous préférons baisser et supprimer la taxe d'habitation, par exemple, que financer des postes de fonctionnaires dans certaines administrations où, visiblement, on pourrait avoir moins d'effectifs. Rien de paramétrique là-dedans, que des choix politiques. C'est important, c'est de ça qu'on a souffert dans les quinquennats précédents, d'avoir une absence de choix politique et d'avoir finalement une espèce de gestion indifférenciée de l'État. On en finit avec ça, avec Emmanuel Macron, et on passe vraiment sur comment on met en œuvre un projet de société. Allez, 2 derniers sujets avant de terminer l'interview. On va aller très vite parce que c'est quand même assez important. Édouard Philippe va recevoir très prochainement les partenaires sociaux. Il va les rencontrer, notamment pour discuter de l'assurance chômage. Vous prenez une dégressivité de ces indemnisations, notamment sur les hauts revenus, les cadres par exemple. Et dans le JDD, Édouard Philippe a dit qu'aucun sujet n'était tabou. Est-ce que c'est vers ça que le gouvernement se dirige ? Aurélien Taché. Alors, il faudra évidemment laisser le temps de la discussion avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre va les recevoir dans les semaines qui arrivent. Mais on sait que le gouvernement, les partenaires sociaux, il aime bien les court-circuiter aussi. On l'a bien vu. Si on a proposé de rediscuter cette convention d'assurance chômage de 2019 et de ne pas attendre 2020, c'est pour
ne pas prendre les décisions, que le gouvernement ne prenne pas les décisions seul, mais qu'il y ait bien une discussion avec les partenaires sociaux. On aurait pu, sur les sujets de contrats courts, avec le bonus-malus sur les cotisations patronales, avec les règles qui encadrent l'activité réduite, faire par décret. Le projet de loi dont j'étais rapporteur et que nous avons adopté pendant l'été permettait au gouvernement de le faire. Nous avons préféré discuter de tout ça avec les partenaires sociaux et les mettre autour de la table. C'est la preuve que nous sommes attachés à la démocratie sociale. Alors, la dégressivité. Par rapport à la question que vous posez, moi, je considère qu'à un moment où on change de logique, où on passe dans une logique, où on va vers une logique universelle, où on finance l'assurance chômage par l'impôt, par la CSG, et que donc les cadres ne seront plus les principaux contributeurs comme ils l'ont été pendant des décennies de ce système, puisque la CSG est payée par les retraités, nous l'avons évoqué tout à l'heure, elle est payée par les revenus du patrimoine, aussi par les salariés, mais elle a une assiette beaucoup plus large. Il est logique de se demander si l'impôt des Français doit servir à payer jusqu'à 6 200 € d'allocation chômage pour des personnes qui ont un profil hautement qualifié et qui peuvent, le taux de chômage des cadres est à 3%, retrouver un emploi très rapidement. Le gouvernement se dirige-t-il vers ça? Moi, je pense que c'est une piste que le gouvernement étudie avec sérieux et qui l'intéresse, puisqu'effectivement, quand on change de modèle comme ça, il faut aller au bout de la suppression de la cotisation chômage. Voilà. Et qu'on passe sur un financement par la CSG. Voilà, je crois que le gouvernement prend cette piste très au sérieux. Maintenant, il faudra qu'il en discute avec les partenaires sociaux et ça nous permettra de financer de nouveaux droits. Moi, je suis attaché à ce qu'on puisse, par exemple, financer une allocation pour les travailleurs indépendants. On a aujourd'hui beaucoup de travailleurs indépendants qui sont précaires, des petits patrons de PME, des auto-entrepreneurs. Ils sont plus exposés au chômage que les cadres hautement qualifiés. C'est aussi ces droits-là qu'on financera avec éventuellement un plafonnement ou une dégressivité des hauts revenus pour les allocations chômage. Allez, toute dernière question, celle du transfert du financement des arrêts maladie. On a appris, notamment dans le journal Les Échos début août, que le gouvernement réfléchissait à la possibilité que 4 jours d'arrêt maladie sur 8 maximum puissent être financés par les entreprises. Et finalement, Édouard Philippe dit qu'il n'y aura pas de transfert brutal. Alors vers qui ira ce transfert, Aurélien Taché? Je crois que là, on a affaire à un problème de société qui doit tous nous concerner et que donc, il ne s'agit pas de stigmatiser les uns ou les autres et de dire que ça doit être les entreprises seules qui doivent supporter ce coût, ou à l'inverse, que la protection sociale doit pouvoir continuer à tout absorber. Il va falloir que tout le monde, à mon avis, soit mis à contribution. C'est la seule manière de répondre efficacement à cette question. Les entreprises et les particuliers? Je crois que c'est peut-être cette manière-là qui serait la bonne de résoudre cette difficulté qui est devant nous. On a besoin de financer le plan hôpital qui arrive. On a besoin de financer les grandes priorités en matière de santé et de dépendance. On sait aujourd'hui que l'hôpital n'est plus suffisamment en capacité de répondre aux besoins des Français. Donc, il faudra, par rapport à cette augmentation des arrêts maladie, que chacun soit concerné et mis en contribution. Mais je pense que cette question de la santé au travail et des arrêts maladie sera au cœur des discussions que le Premier ministre aura avec les partenaires sociaux. Merci Aurélien Taché d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, député de La République En Marche dans le Val d'Oise.